Alors, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Moi, il m'a fallu réapprendre à crier. Je ne savais pas manifester la colère. La colère a été tellement réprimée quand j'étais petite, n'était tellement pas autorisée. Je pense que c'est un enjeu pour beaucoup de femmes que se relaisser traverser par la colère, oser la colère. Et donc, c'est physiquement pouvoir déverser la colère sur un coussin, apprendre à sauter sur place pour décharger la colère dans le sol, apprendre à crier dans une voiture, dans une pièce isolée, se laisser traverser. Et ça vraiment, c'est un apprentissage, c'est millimètre par millimètre. C'est-à-dire que c'est pas une fois, c'est bien de le faire une fois, mais c'est se mettre en chemin. Et c'est quelque chose qui peut faire vraiment peur au début, vraiment terroriser. Quand on n'a pas eu l'habitude de ça, c'est pour ça que c'est très important d'être accompagné. Réapprendre à se laisser traverser, ça peut être terrorisant. Parce qu'on se dit, mais je vais mourir. Surtout pour quelqu'un qui a une hypersensibilité émotionnelle, vivre les émotions est associé à la mort. Il y a vraiment cette sensation de mourir qui est très forte. Donc, c'est pour ça que c'est très important, quelqu'un qui a une hypersensibilité émotionnelle, de pouvoir faire ce chemin en conscience avec quelqu'un. Ce dont je pourrais témoigner, c'est que dans mon corps, quand j'avais une représentation dans mon corps, avant d'entreprendre tout ce chemin de psychothérapie avec cette approche psychocorporelle, où j'avais le corps coupé en deux. J'avais vraiment comme si j'avais pas de jambes, comme si mes jambes n'étaient pas denses, n'étaient pas habitées. Et c'est d'où les très grandes difficultés d'affirmation de soi, puisque si on n'a pas de jambes, on est comme dans un fauteuil roulant. J'avais vraiment cette sensation d'avoir le bas de mon corps dissocié du haut de mon corps. Comme si au niveau de cette zone du diaphragme et du plexus solaire, il n'y avait qu'un simple filet, on va dire, et qu'il y avait vraiment le bas de mon corps d'un côté, le haut de mon corps de l'autre. Et tout l'enjeu, c'est de refaire circuler son énergie à travers sa respiration. La respiration est une clé également. De refaire recirculer l'énergie partout dans son corps, dans chaque zone de son corps, pour réharmoniser, réunifier. Donc là, j'en parle très rapidement, mais c'est encore une fois des années de pratique, parce que le corps n'est pas une machine. Il y a beaucoup d'attention, de compassion pour soi-même à mettre dans ce réapprivoisement du corps, dans ce réapprivoisement de son ancrage. Et ça prend le temps qu'il faut, hein, mais c'est pas une recette magique que je donne. C'est pouvoir identifier la bonne personne qui va convenir en fonction de soi. C'est quelle relation de confiance on peut nouer avec une personne spécialiste, thérapeute qui va vraiment nous parler, qui a cette approche psychocorporelle et qui va pouvoir nous amener sur ce chemin de réhabiter son corps, revenir dans son corps et pouvoir se laisser de nouveau traverser par les émotions, les sensations, les identifier, apprendre à les nommer et apprendre à les situer dans son corps. Ça peut être extrêmement confortable. Cette hyper-empathie, cette hypersensibilité émotionnelle, on arrive dans une pièce, il y a un groupe, ça peut être long avant de se sentir à l'aise avec le groupe. C'est ce qui peut donner aussi la phobie sociale, ce qui peut donner également les troubles de l'anxiété majorée, avec une grande difficulté à être en relation avec l'autre, une envie de repli sur soi, une envie d'aller dans la pièce à côté, de ne pas être en présence du groupe. Alors moi, j'ai longtemps été très peu à l'aise avec le groupe. Ça s'est résolu au fur et à mesure, ça s'est guéri au fur et à mesure. La relation à l'autre et la relation au groupe, à travers ce travail de thérapie psychocorporelle, à travers ce travail personnel mené au quotidien, avec une prise de conscience aiguë que j'ai eue à un moment donné sur l'autre n'est pas un danger. Mais comme dans ma petite enfance, l'autre a été un danger, c'est déconstruire, déconditionner le corps, déconditionner les programmes intérieurs sur cette posture de défiance excessive qui s'est construite année après année et qui fait qu'on a cette perception que les autres peuvent être un danger. Mais la présence à soi, la présence au corps, permet de plus en plus
d'être en soi, de partir, de parler, de s'exprimer à travers ce qu'on ressent, tout en étant en présence de l'autre qui a également son vécu, ses émotions, et ne plus se sentir envahi par les émotions de l'autre. L'une des stratégies de ressourcement, ça va être de pouvoir mettre en place ces pratiques corporelles au quotidien. C'est vraiment au quotidien parce que c'est pas une fois comme ça toutes les 2 semaines, c'est vraiment au quotidien qu'il y a besoin d'avoir une routine journalière, identifier quel est le moment le plus propice à cela, qui nous permettent de mettre ça en place. Alors quand je parle de pratique corporelle, c'est-à-dire qu'il y a besoin à un moment donné de prendre son indépendance. Bon, la thérapie ça prend un certain temps, il y a un réapprentissage de la circulation des émotions à travers son corps, accueillir les émotions à travers soi. Une fois que ce réapprentissage s'est fait, eh bien c'est pratiquer par soi-même. Après, ça peut être avec un professeur de yoga, par exemple, ou de tai chi, ou du qigong. Je parle là de grandes disciplines qui vont aider à cette conscience du corps, circulation de l'énergie à travers le corps, et qui va permettre cet ancrage au quotidien, qui permet à une personne hypersensible de pouvoir fonctionner avec un certain confort, sans se sentir complètement éclaté jour après jour. Un scan corporel, c'est tout simplement le fait d'être hyper attentif, de fermer les yeux, d'être dans son intériorité, dans le silence le plus total, et de vraiment prêter attention à chaque zone de son corps, membre par membre. Donc vraiment les pieds, enfin voilà, de remonter du haut vers le bas ou du bas vers le haut, et de prêter attention, de se concentrer sur chaque zone. Donc c'est un exercice de méditation, dans le sens où tu ne penses pas à autre chose qu'à ton corps. Ça se fait petit à petit, quand on est très habitué à être très dispersé, à penser à plein de choses, à avoir le mental extrêmement chargé. C'est quelque chose qui se travaille là encore petit à petit, mais plus on s'exerce et plus ça devient naturel et possible de faire ce chemin-là. Moi, j'ai beaucoup fait de pratiques qui m'ont permis de réhabiter mon bassin, de façon vraiment à habiter ce qu'on appelle le chakra racine et toute cette zone du bassin, le sacrum, de façon à donc habiter son ventre. Et ça, c'est plus des pratiques taoïstes qui m'ont permis cela. Personnellement, ce qui m'a aidé, parallèlement à la thérapie psychocorporelle, c'est vraiment la méditation, à la fois statique et dynamique. Donc quand je parle de statique, voilà, c'est toute forme de méditation qu'on peut, c'est suffisamment aujourd'hui démocratisé et largement diffusé pour qu'on comprenne de quoi je parle. Donc chacun doit voir en fonction, encore une fois, de sa sensibilité ce qui lui convient. Mais personnellement, moi, la méditation a été une clé pour amener cette attention sur le corps et sur la respiration et refaire circuler millimètre par millimètre les émotions qui avaient besoin de sortir. Et être à l'écoute sans jugement. S'il y a des sanglots qui doivent s'exprimer, être à l'écoute sans jugement, sans faire de commentaires sur ce qui s'exprime, en étant comme un observateur, donc à la fois ressentir et observateur de l'émotion qui traverse, que ce soit la colère, que ce soit les pleurs. Donc si c'est de la colère, voilà, ça peut être aussi les jambes qui ont besoin de taper sur le sol, des bras qui ont besoin de taper sur le sol. Et si c'est la tristesse, ça peut être des sanglots extrêmement profonds qui ont besoin de se réexprimer à travers ces pratiques. Donc, il y a la méditation dynamique également qui existe, donc sur certaines tonalités, ce qu'on appelle la méditation d'Osho, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres types de méditation active, de méditation dynamique, qui permettent également de ne stopper les pensées, de ne pas être dans ce flux ininterrompu des pensées, donc de faire silence en soi, tout en se laissant traverser par les émotions ou par des choses qui ont besoin de s'exprimer, tout en étant dans le dynamisme du corps. Et ça, c'est des choses qui m'ont aidée personnellement, en parallèle de la thérapie psychocorporelle, de pouvoir mettre ça en place dans ma vie. Ce que je voudrais dire en conclusion de cette vidéo,
c'est qu'une fois qu'il y a eu ce réapprentissage de se laisser traverser par les émotions, eh bien c'est une hygiène quotidienne qui passe par un temps de pratique corporelle qui peut être d'une demi-heure, qui peut être de 2 heures, de 3 heures, en fonction du besoin, mais c'est pouvoir tous les jours faire des pratiques corporelles. Donc moi j'ouvre simplement le champ des possibles, c'est chacun qui sait quelles sont les pratiques corporelles qui lui conviennent. Il y en a pour qui ça va être d'autres types de pratiques corporelles, et puis en fonction qu'on soit un homme ou une femme, également ça peut changer. Évidemment, tout ce qui est pratique dans la nature, randonnée, marche méditative dans la nature, ou passer du temps dans la nature, dans la montagne, seul avec soi-même, c'est évident que c'est quelque chose d'irremplaçable qui vient également énormément apaiser, mettre du silence, parce que quand on a cette hypersensibilité émotionnelle, il y a besoin d'apaiser énormément. Donc je vous souhaite de trouver vos propres pratiques corporelles qui vont vraiment vous aider. Pour moi, c'est une stratégie de ressourcement indispensable qui permet, quand on est neuroatypique, d'apprivoiser cette fatigabilité, d'apprivoiser cette hypersensibilité émotionnelle, qui permet de ralentir et de se sentir bien dans son corps et dans sa vie.